18h-19h sur CNews et Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. On a un peu de temps pour préparer. 18h19 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec nos débatteurs. Ils sont en pleine forme. On va écouter quand même Mathilde Panot de la France Insoumise parce qu'elle estime qu'il faut redéposer une motion de destitution pour faire tomber Emmanuel Macron. Écoutez-la. Nous lançons un appel solennel à la résistance populaire et parlementaire pour continuer de lutter contre ces budgets cruels. Et nous le disons, le Premier ministre Lecornu, comme le président Emmanuel Macron, sont en sursis. Et plus tôt que tard, le président de la République devra partir. Nous redéposons donc une motion de destitution du président de la République aujourd'hui. Il y a tout le vocable, il y a tout le champ lexical, résistance. Oui, il faut. Après, les Français, ils sont assez d'accord. Il y en a deux tiers qui veulent une présidentielle anticipée, Eric Nolot. Oui, moi je pense que ce serait catastrophique pour les raisons qu'on a dites. C'est qu'au moins, si ça tient jusqu'à 2027, il y aura le temps de faire un vrai débat. Je pense que là, vraiment, il faut vraiment opposer projet contre projet et prendre une direction claire. Si une présidentielle anticipée, ça va être bâclé comme la dernière, et on paye très cher la dernière. L'absence de débat, on le paye très cher. Oui, effectivement, gauche et droite. Je vote Julien, la motion Eric Nolot. Donc vous êtes d'accord avec quelqu'un sur le plateau ? Bah voilà. Ouais. C'est formidable. Gauthier ? Non mais la France Insoumise réitère son offre de destitution, donc ça sera la 3e. La dernière n'a même pas allé dans l'hémicycle, elle a déjà été bâchée au sein même du bureau de l'Assemblée. Mais c'est vrai que ce discours, on peut être en désaccord avec Emmanuel Macron évidemment, vouloir pourquoi pas une présidentielle anticipée, même Édouard Philippe la veut. Donc c'est pas l'apanage de la France Insoumise, mais parler de résistance. Non mais ok Jean Moulin quoi, résiste Mathilde Panot qui parle de résistance. Enfin franchement, d'ailleurs ils ont utilisé ce mot. Ils devraient plus avoir le droit d'utiliser le mot de résistance depuis qu'ils ont qualifié le Hamas de résistant. Encore récemment, Jean-Luc Mélenchon, quand il parle de la démilitarisation de la bande de Gaza et qu'il s'y oppose en disant que le droit international donne le droit au Hamas de résister face à l'occupation israélienne, ce mot, il faut qu'il l'enlève de leur bouche. D'ailleurs, écoutez juste Claude Maluret qui s'est livré un petit moment d'anthologie, il en a l'habitude. Il a attaqué l'extrême gauche, qu'il appelle la secte, sur son opportunisme et sa recherche du chaos. Écoutez, c'est cadeau. L'extrême gauche guette l'étincelle qui mettra le feu aux poudres. Après avoir bloqué l'Assemblée pendant 3 ans, la secte a vu surgir un mouvement dont le nom comblait ses désirs les plus fous, bloquons tout. En martelant sur toutes les tribunes que toute mesure d'économie provoquera la famine, le déluge et les sauterelles, LFI a tenté de récupérer une ébullition improvisée. Une fois de plus, heureusement, elle a échoué à la transformer en insurrection. En définitive, pauvre extrême gauche, dont le bilan se résumerait en définitive à une seule chose, un siècle à bouffer du curé pour finir par lécher les bottes des mollahs. Punchline, ça, c'est une punchline de Claude Maluret, sénateur, président du groupe Les Indépendants, République et Territoire. Quand même. Non mais vu de gauche, c'est intéressant, cette dérive cléricale. En effet, bouffer du curé, ça a quand même été une des bases du discours de gauche. Et là, il défile quand même avec des imams intégristes. Pas seulement des imams, des imams intégristes. Eric, ils ont fait venir des islamistes à l'Assemblée nationale. Ils ont fait venir les successeurs du CCIF dissous par Gérald Darmanin, car ils ont participé à la cabale contre Samuel Paty, dont on commémore d'ailleurs la mémoire aujourd'hui. Ils sont allés se reformer en Belgique. Raphaël Arnaud les a fait venir dans les salles de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a accueilli des islamistes sous pression LFiste. Ils avaient essayé avec le FPLP, Front de Libération de la Palestine, organisation classée terroriste par l'Union européenne, avec Mariam Aboudaka. Yael Braun-Pivet avait empêché. Elle n'a pas réussi avec le CCIF. Ensuite, quand Mariam Aboudaka a dû être expulsée par la France, ils sont allés devant le commissariat pour empêcher son expulsion. Des exemples comme ça, j'en ai plein. Je peux citer leur amitié avec Elias Dimzalen. Erchi Yassoudet est allé le soutenir en garde à vue. Fiché S, islamiste, antisémite. On ne va pas y passer la nuit. Jean-Sébastien Maluret a incontestablement un très grand talent d'orateur, mais moi j'aimerais bien un jour l'entendre exercer ses talents sur le macronisme et sur le bloc central, parce qu'il est toujours très bon. Il fait le RNL, les travers des autres. Mais Monsieur Maluret fait partie de ces gens qui ont revendiqué le monopole de la raison, qui ont dit ce sont les raisonnables contre les autres. Et quelles que soient les failles du Rassemblement national, de la France insoumise, il peut les pointer autant qu'il veut. Ça n'est pas être dans la démocratie que de considérer qu'il y a des gens qui, par principe, ont toujours raison et que les autres auraient
toujours tort, parce que ça, c'est la négation, justement, du principe qui est au fondement de la démocratie. Chaque citoyen est capable de se faire un avis éclairé. Ce principe-là, monsieur Maluret, il est incapable. Autre réaction que je voulais vous faire écouter, c'est Olivier Faure, qui, évidemment, a obtenu son gain aujourd'hui, la suspension de la réforme des retraites, mais qui dit, attention, s'il n'y a pas de suspension, vous avez dit qu'il y avait une entourloupe, Gauthier-Lebret. C'est dans Là, il la dit, Sécu. Nous censurons. On écoute Olivier Faure. Si le Parlement n'était pas respecté, si le gouvernement ne tenait pas ses engagements, je pense notamment à la suspension de la réforme des retraites, il va de soi que nous censurerions immédiatement. Et donc, tant que le Parlement sera respecté, tant que le gouvernement sera loyal avec le Parlement, nous ne le censurerons pas. Dès lors qu'il ne le serait plus, nous le censurerons immédiatement. Est-ce que vous y croyez, Julien Drey, à ce que dit M. Faure? Je crois qu'il est amené aujourd'hui à changer de ligne politique, sur le fond, puisque c'était pas sa ligne politique initiale. Je pense que la pression très forte, y compris à l'intérieur du Parti socialiste, s'est exercée sur lui, et que par ailleurs, il a peut-être, j'espère, compris qu'il n'y a pas de chemin possible avec la France Insoumise. La France Insoumise. Après, il va y avoir une discussion budgétaire, et là, je pense que au sein du groupe parlementaire, notamment la présence de quelques personnalités que je connais, et qui ont une certaine expertise sur le plan fiscal, puisque je vous rappelle quand même qu'à la fin des années Hollande, tout le monde a reconnu qu'il y a eu une baisse de la fiscalité nette. Je crois qu'on peut arriver à trouver des chemins. Après un choc fiscal. Après un choc fiscal dont il a reconnu. Amené Monsieur Hérault quand même à constater que je suis d'accord, mais à la fin, mais comme on dit, c'est dans l'escalier qu'on compte qu'on sait qui a gagné, hein. Dans les parties de jeu. Souvent meilleur, à part si on a envie de maigrir, effectivement, de s'abstenir de monter pour redescendre ensuite quand on aurait pu aller directement. Pour ce qui est des régimes, je ne vais pas faire de commentaires, vous avez bien compris. Mais ça n'était pas du tout personnalisé. C'était pas lui. Gauthier. Il y a quand même, parce que là, effectivement, Julien nous disait, j'attends de voir le débat. On a la copie initiale, on ne sait pas encore ce que va donner le débat, mais on a quand même une copie initiale qui est une orgie fiscale. Si le 23 décembre, il n'y a pas eu de vote, Sébastien Lecornu ne veut pas te faire de 49.3. Il y a un scénario où on passe par ordonnance. Et si on passe par ordonnance, on reprend la copie d'aujourd'hui, la copie initiale, avec tous les impôts qu'on a listés. 200 000 ménages supplémentaires vont payer l'impôt sur le revenu avec le budget d'aujourd'hui. Et ceux qui payent l'impôt sur le revenu, avec le dégel, vont voir cet impôt augmenter. On va augmenter les taxes sur l'éthanol, qu'on surnomme le carburant des pauvres. Je peux prendre des exemples comme ça, il y en a plein. Tout le monde va être concerné. On nous a fait un débat pendant de fin août à aujourd'hui sur la taxe Zuckman en disant c'est les ultra riches, c'est les 100 familles les plus riches. Ne vous inquiétez pas, ça ne vous concernera pas. Et là, on découvre le musée des horreurs, dit Marine Le Pen, où on se rend compte que chaque Français sera concerné d'une manière ou d'une autre. Sur les maladies longues, c'est une honte l'histoire sur les maladies longues. Quand vous avez un cancer, on va vous faire passer à la caisse ensuite, au moins vous rembourser. Donc c'est pourquoi il y a quand même un risque, si le débat n'aboutit pas, qu'on passe par ordonnance. Je ne dis pas que c'est le scénario privilégié, je dis que ça existe et qu'on se retrouve avec la copie d'aujourd'hui. Bien sûr. Jean-Michel. Oui, Olivier Faure, il s'inquiète quand même beaucoup pour les retraites, parce que finalement, il aurait sans doute préféré une loi ad hoc qui aurait ajourné donc la loi sur les retraites, et finalement la réforme des retraites en fait va être annulée dans la loi du PLFSS, mais donc c'est beaucoup plus tardif, et donc ça fait courir un risque malgré tout sur la réalité de cette décision. Donc c'est ça qui, enfin, je pense qu'il s'inquiète aussi pour ça. Il espère vraiment que ce qui a été promis sera tenu. Et ça va nous coûter de l'argent. Il y a peut-être un risque à plus long terme. Le deuxième effet qui se coule, parce que là on dit beaucoup que le PS a rapporté la coupe. Alors, à supposer qu'il arrive à obtenir la suspension, effectivement, de la réforme des retraites, on voit que ça n'est pas fait. Mais moi, j'aimerais bien savoir comment, si par extraordinaire, le PS revenait au pouvoir, comment il fera pour gouverner. Parce que moi, je me souviens quand même que quand le PS était au pouvoir, il faisait la loi Touraine, qui était la réforme des retraites, dont l'inspiration était sensiblement la même. D'ailleurs, on pourrait raisonnablement argumenter qu'elle était plus dure que la réforme portée par Madame Borne. Il y avait la loi El Khomri, en réalité, d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a rien fait vraiment d'autre que de poursuivre ce qui avait été engagé pendant les années Hollande. Donc comment le PS fera-t-il à rebours de toutes les gauches de gouvernement européennes, c'est-à-dire qu'elles soient britanniques, qu'elles soient scandinaves, qu'elles soient espagnoles, qu'elles soient d'Europe du Sud, elles ont toutes fait des choix différents Monsieur Drey, du PS français. Avant le flash. Je pense que d'abord, c'est pas vrai que Emmanuel Macron a fait que poursuivre le travail qu'a fait. Il a fait aussi bien pire sur le voilà, merci. Donc après, il y a un travail qui va être fait, justement, qui a commencé. D'ailleurs, je vous signale, vous êtes tous là autour de la table, vous avez tous été étonnés quand, pour la première fois, le Parti socialiste a fait un compte des propositions budgétaires. Et pendant une semaine, tout le monde disait tiens, c'est la première fois qu'ils font des propositions et qui ont permis la discussion. Alors après,
on peut dire que la taxe Zuckman est une imbécilité, mais la taxe Zuckman, elle pose une autre question qui va être débattue dans l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est normal que les dividendes gigantesques que ramènent quelques grandes fortunes ne soient pas soumises à taxe ?